Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. Au Cap-Vert, José Maria Neves, officiellement candidat au scrutin présidentiel d'octobre prochain. Membre du Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert, il s'engage à œuvrer à la reconstruction du pays. Au Kenya, les fonctionnaires non vaccinés d'ici le 23 août prochain seront soumis à des sanctions, une mesure pour inciter à la vaccination alors que la campagne vaccinale patine dans le pays. Et puis en République démocratique du Congo, l'application Zando rencontre un succès grandissant dans l'e-commerce. Depuis sa création, l'application a déjà fait plus de 8000 téléchargements. Mais d'abord, dans l'actualité au Cameroun, une attaque djihadiste menée ce samedi 14 août par Boko Haram a tué un soldat et fait plusieurs blessés dans l'extrême nord du pays. L'attaque visait le poste militaire à Afad, près de la frontière avec le Nigeria, une région régulièrement théâtre d'attaques du groupe djihadiste. Selon le gouverneur de la région, les postes militaires sont depuis quelques semaines la cible des terroristes. Les 2 dernières semaines, au moins 10 militaires ont été tués lors d'offensives contre des installations de l'armée à l'extrême nord du pays. Au Cap-Vert, l'ancien Premier ministre José Maria Neves est officiellement candidat à la présidentielle du 17 octobre prochain. Le candidat de la formation d'opposition, le Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert, s'engage à œuvrer à la reconstruction du pays, un des enjeux majeurs du gouvernement. Nathalie Mo. L'ex-premier ministre capverdien José Maria Neves est candidat pour l'élection présidentielle de son pays. Il a déposé son dossier de candidature après obtention de 4000 signatures de ses divers soutiens, soit 3000 signatures de plus que le prévoit la loi. Pour sa formation politique, le Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert, c'est le signe de la confiance de la population envers son candidat. Sa parole suscite une certaine confiance parce que pendant de longues années où il a été Premier ministre, on a constaté un certain progrès économique. Il a des qualités de bon gestionnaire que beaucoup ne lui dénient pas. En présentant officiellement sa candidature, José Maria Neves a promis, s'il était élu chef de l'État, d'unir la nation et de faire de la reconstruction du Cap-Vert une priorité dans la période post-Covid. Les Cap-Verdiens, eux, attendent que le candidat à la présidentielle s'intéresse à 2 secteurs en crise majeure, la justice et les transports. Le pouvoir d'influence présidentielle est grand et doit être utilisé au Cap-Vert dans les domaines les plus divers, notamment dans les domaines de la justice et dans le domaine des transports. En ce moment, la situation de la justice est effectivement mauvaise au Cap-Vert. Dans un pays comme le Cap-Vert, il ne peut y avoir de transport qui ne soit pas subventionné par l'État. C'est impossible, par conséquent, les gouvernements devront gérer les choses. José Maria Neves, 61 ans, a été le premier ministre du Cap-Vert de 2001 à 2016. Lors de la présidentielle du 17 octobre 2021, l'ancien membre du gouvernement aura pour principal rival Carlos Veiga, lui aussi ancien premier ministre et candidat du mouvement pour la démocratie. Selon le calendrier électoral, la clôture des dépôts de candidature à la Cour constitutionnelle est prévue le 18 août 2021, 60 jours avant la date du scrutin. Et dans l'actualité également en Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma a subi une opération chirurgicale ce 14 août. Hospitalisé depuis le 6 août dernier, il devrait subir d'autres chirurgies dans les jours à venir selon les services pénitentiaires. L'hospitalisation de Jacob Zuma avait entraîné un report de son procès pour corruption. L'ancien président en prison depuis le 8 juillet dernier a été condamné à 15 mois de prison ferme pour refus de comparaître devant une commission d'enquête. La Guinée durcit ses mesures sanitaires face à la menace du variant Delta dans le pays. Un pass sanitaire sera bientôt obligatoire pour accéder aux services publics. Il a été décidé lors du Conseil des ministres le 10 août dernier afin de limiter les contaminations au Covid-19. Marie-Raphaël Antolo. Alors qu'il fait polémique dans certains pays d'Europe, en Guinée, un pass sanitaire sera désormais obligatoire sur tout le territoire. Décidé lors du Conseil des ministres du mardi 10 août 2021, la mesure vise à freiner la flambée des cas de contamination et est déjà en application. Mercredi 11 août déjà, des médias locaux ont annoncé l'effectivité de la mesure dans les différents ministères pour le personnel de l'administration et de la présidence. L'existence de plusieurs variants de Covid-19 dans le pays est très importante pour essayer d'avoir des mesures de prévention.
Parce qu'il faudra savoir que le variant Delta est là et il est redouté par la majorité des spécialistes dans le monde entier. Exactement, actuellement, nous avons constaté que la Guinée ne respecte aucune mesure prise pour lutter contre la Covid-19. Par exemple, il n'y a pas de port de masque, la population ne porte pas le masque, il n'y a pas la distanciation sociale. Et en plus, cette population évite de se faire vacciner. Suite à la négligence observée au sein de la population en ce qui est du respect des mesures barrières, les autorités guinéennes ont jugé idoine de durcir le ton, soutiennent des experts. La présence de plusieurs variants du virus a été signalée sur le territoire par les autorités sanitaires. Le variant Delta reste cependant le plus redouté par les médecins et spécialistes. Sur le plan épidémiologique, pour pouvoir évaluer les efforts qu'ont émis un gouvernement et surtout celui des autorités de Conakry, il faudra savoir que nous allons nous baser sur plusieurs indicateurs. Dans les premiers temps, le premier indicateur sera la diminution du taux de contamination. Si on se rend compte qu'il y a moins de personnes qui se font contaminer de la Covid-19, on pourra dire qu'effectivement, les mesures mises sur le terrain pour pouvoir limiter la contamination à la Covid-19 a bien marché. Nous avons un deuxième indicateur qui est la diminution des décès, parce qu'actuellement, on s'est rendu compte que les décès dans les hôpitaux ont dépassé la barre de plusieurs dizaines par jour à cause des nouveaux variants. Et c'est très dangereux pour un pays, surtout la Guinée, que vous savez, qui n'a pas une population vraiment élevée. Une autre mesure de prévention prise par les autorités, les personnes venant des pays touchés par des variants seront désormais soumises à des mesures spéciales une fois sur le territoire guinéen. Le nombre de décès déclarés à ce jour est de 366, mais les cas journaliers ont dépassé la centaine depuis l'apparition du variant Delta. Les fonctionnaires kenyans ont jusqu'au 23 août pour se faire vacciner contre le Covid-19 sous peine de sanctions. Le taux de vaccination dans le pays serait insuffisant, seulement un tiers des personnes concernées auraient reçu une première dose. L'objectif du gouvernement est quant à lui de vacciner près de la moitié de la population d'ici fin 2022. Samantha Sabero. La pression s'accentue un peu plus sur les fonctionnaires non vaccinés au Kenya. Les fonctionnaires non vaccinés contre le Covid-19 ont jusqu'au 23 août pour recevoir leur première dose sous peine de sanctions disciplinaires. L'information a été donnée par le directeur des services publics kenyans, Joseph Kinoa. Le Parlement kenyan étudie actuellement l'interdiction pour les non-vaccinés d'accéder à certains lieux publics et privés. La situation sanitaire au Kenya est très complexe puisque ce qu'il faut savoir, c'est que le Kenya fait partie de ces pays qui bénéficient du COVAX Facility, qui permet donc d'accéder aux vaccins. Aujourd'hui, l'offre vaccinale est suffisamment importante pour pouvoir vacciner un certain nombre de la population, mais aujourd'hui, le pays se trouve confronté à deux phénomènes. Le premier, une réticence notamment de ses fonctionnaires. Et la deuxième chose, c'est le manque de sensibilisation et d'information. À en croire Dr Joseph, le taux de vaccination est trop faible au sein des services publics kenyans, notamment chez le personnel de sécurité et d'enseignement officiellement deux groupes prioritaires. Du côté des professeurs, par exemple, la campagne de vaccination patine. Seulement un tiers des personnes visées ont reçu une première dose. Sur le premier point, l'État donc a tapé du poing sur la table, à l'image de beaucoup de pays au sein de la communauté internationale, je pense notamment aux États-Unis. L'idée, c'est non seulement de montrer l'exemplarité à laquelle est soumise les fonctionnaires en tant que représentants de l'État, et la seconde chose, c'est aussi de pouvoir accéder aux objectifs que se sont donnés les autorités kenyanes, à savoir de pouvoir vacciner au moins à quasiment la moitié de la population à la fin de l'année 2022. Actuellement, on y est encore très très loin puisqu'on évalue à pratiquement 3% de la population uniquement qui a été vaccinée. À ce jour, 1,92 million de doses de vaccins ont été administrées au Kenya. Ce pays d'Afrique de l'Est vise 26 millions de vaccinés d'ici fin 2022. Le Kenya, où le couvre-feu est en vigueur depuis 2020, a enregistré au total 213 000 infections au Covid-19, dont 4 211 décès. L'Éthiopie suspend tous les prêts garantis, une mesure temporaire prise par la Banque centrale du pays. Le pays serait, selon le gouvernement, victime de sabotage économique. Nathalie Mo.
La Banque nationale d'Éthiopie a ordonné aux banques commerciales de suspendre temporairement tous les prêts garantis. Une mesure inattendue qui comprend le décaissement des prêts qui ont déjà été approuvés. Désormais, il sera plus difficile pour les Éthiopiens d'accéder à ces services bancaires, selon des experts. Je pense que la Banque nationale décide de réduire ses garanties afin de permettre aux banques commerciales de pouvoir accéder au crédit. Je pense que ça va juste permettre non seulement de relancer les crédits et puis relancer la croissance économique. L'Éthiopie est victime d'un sabotage économique volontaire, selon les autorités et les services de sécurité de ce pays de la Corne de l'Afrique. Lorsque vous voyez qu'un sabotage économique a lieu à dessein, vous prenez immédiatement des mesures car cela déstabilise l'économie, a expliqué le ministre des Finances, Eyob Tekaling. Cependant, le gouvernement n'a pas donné d'indication sur la nature précise de ce sabotage. L'économie du pays est sabotée et donc d'une certaine manière, je pense que c'est légitime d'une certaine manière de justifier cette mesure de garantie. Je pense que l'effet que ça aura, ça va permettre d'augmenter les crédits, l'investissement et la consommation. Les banques commerciales privées d'Éthiopie ont déboursé des prêts pour un total de 121,2 milliards de birr au cours de l'exercice 2019-2020, tout en collectant 93 milliards de birr en remboursement au cours de la même période. Notons que comparé à d'autres pays d'Afrique subsaharienne, l'accès aux services bancaires demeure faible en Éthiopie. 7500 agences bancaires sont actives dans le pays pour une population de plus de 100 millions de personnes. En République démocratique du Congo, l'application Zando est en plein essor dans le e-commerce. La start-up qui emploie une dizaine de jeunes Congolais rencontre un véritable succès. L'application comptabilise déjà plus de 8000 téléchargements. Jacques Amboka. Plus de 8000 téléchargements en quelques mois depuis sa création, l'application Zando, qui veut dire grand marché, est en train d'occuper une place de choix dans le e-commerce en République démocratique du Congo. Par le téléchargement de cette application, Zando se présente ainsi comme un pont entre les vendeurs et l'acheteur. Et nous avons voulu à ce que le marché soit palpable, d'où nous invitons le commerçant à poster leurs marchandises ou leurs articles dans l'application. Et lorsqu'il y a un client qui est intéressé, il écrit directement au vendeur. Zando, une initiative qui emploie une dizaine de jeunes, est une création de Jonathan Dambana, un jeune Congolais en cheval entre Londres et Kinshasa. Avec la fermeture de Zando, le grand marché de Kinshasa, dont les travaux de réhabilitation tardent à se réaliser, le concept de ces jeunes tire un tant soit peu profit de la situation. Nous avons aussi été inspirés par rapport au confinement. Nous avons vu, il y a des gens qui ont eu des difficultés par rapport à leur vente, les achats et tout ça. Nous fonctionnons 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc, ça nous a aussi un peu inspiré. C'est le même concept du grand marché Zando. Malgré les succès que rencontre Zando, les utilisateurs, comme dans toute autre plateforme en ligne, ne sont pas à l'abri des arnaqueurs. Pour garantir tant soit peu la fiabilité entre les clients, une nouvelle version a été mise en place. Cependant, la prudence reste le mot d'ordre pour éviter des faux pas. Ouais. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.